Posé sur l'équateur, le fleuve Congo dessine sa route à travers la forêt primaire d'Afrique centrale. Cette frontière naturelle infranchissable délimite le territoire de notre plus proche cousin, Pan paniscus, le grand singe bonobo. L'homme partage près de 99% de son patrimoine génétique avec ce singe pacifique. Il est aussi malheureusement son principal prédateur. Déforestation, chasse et commerce de la viande de brousse condamnent peu à peu le bonobo à la disparition. Claudine André recueille les orphelins de ce trafic illégal. Au sanctuaire de Lola Ya Bonobo, en République démocratique du Congo, les bonobos retrouvent le chemin de la forêt et reprennent goût à la vie. Claudine André est toujours la bienvenue chez les bonobos. Les grands singes ont de la mémoire et n'oublient jamais de saluer celle qui leur a sauvé la vie. Rien ne destinait cette mère de 5 enfants à prendre en charge cette nouvelle famille. Mais la guerre s'est installée au Congo et le trafic a commencé. Après de 60 ans, toujours animée de la même passion, Claudine s'est donné une mission, sauver les derniers bonobos du Congo. Il y a une dent de lait qui est restée accrochée, qu'on va t'enlever. Que je vais t'enlever. Viens là. Hey, tu es allé au bain, toi? Tu es allé au bain? Tu es tout mouillé. Bonjour, cousin. Bonjour, cousin. Ben, tous ces bonobos, ils ont la même histoire, en fait. Ce sont des orphelins du trafic de viande de brousse qui sont embarqués sur des baleinières, peut-être avec leurs parents boucanés dans les sacs. Et eux, on essaye de les vendre comme jouets pour faire un dernier gain. Avec l'aide du ministère de l'Environnement congolais, Claudine organise leur sauvetage. Certains bonobos ont été achetés sur des marchés par des particuliers, d'autres ont été retrouvés dans un laboratoire destiné à des expérimentations médicales. Kembo, il a une belle histoire aussi. Il était dans un bar pendant plus de 3 ans. Quand il est arrivé le premier soir, on a vraiment vu un bonobo heureux parce qu'il était tellement émerveillé de voir tout un groupe de bonobos. Et au début, il marchait un peu bizarrement parce qu'il avait les jambes atrophiées du fait qu'il était dans une cage beaucoup trop petite pour lui, donc constamment les jambes pliées. Et maintenant, vous voyez, c'est un super bonobo. Mais il avait déjà un très bon caractère. En lingala, la langue du Congo, Lola signifie le paradis. Un paradis bien gardé pour éviter l'invasion de tout intrus et permettre aux bonobos de réapprendre la forêt sans courir les dangers du monde extérieur. Lola est le seul sanctuaire au monde qui accueille des bonobos. Une quarantaine de grands singes vivent ici en liberté dans une forêt de 35 hectares. Malheureusement, le groupe augmente régulièrement à chaque nouveau sauvetage. Coupés de leur biotope, les bonobos sont désormais plus fragiles et doivent être quotidiennement suivis. Comment se présente l'atout? Aussi sèche. Est-ce que ça revient fréquemment ou bien c'est de temps en temps? Une vingtaine de soigneurs, infirmiers ou personnels d'entretien veillent sur le groupe. Toute l'équipe a été recrutée localement par Claudine. Une volonté de voir un jour les Congolais assurer eux-mêmes la conservation des espèces protégées de leur pays. Viens comme ça.
Lodja, la plus jeune, a 18 mois. Les plus âgés ont 4 ou 5 ans et pourront rejoindre le groupe des adultes en forêt dès qu'ils sauront se nourrir tout seuls. Kindu, Bwende ou Mbandaka vont découvrir les fruits, apprendre à manger des tiges, des écorces et des feuilles. Tous ces gestes sont nécessaires pour survivre un jour dans la nature. À les voir ainsi jouer comme des enfants insouciants, on oublierait presque leur terrible passé. Car sans cet amour maternel, ces contacts physiques et sociaux renouvelés, le jeune bonobo n'aurait pas les bases psychologiques pour se développer et pour survivre. Lorsqu'un bonobo arrive au sanctuaire, il traverse souvent une phase de dépression. Mamie. Allez, attends-moi, j'arrive. Ok, Mbandaka. Oui, c'est bon, Il faut du temps et beaucoup d'attention avant que le petit orphelin ne retrouve sa joie de vivre et son insouciance. Ton mamie? C'est ainsi que Lomami a fugué ce matin. Maman Henriette est inquiète pour ce petit bonobo arrivé dans le groupe il y a quelques jours seulement. Mamie? Lomami a subi des sévices. Il reste très craintif et refuse de se mêler aux autres pensionnaires. Heureusement, Lomami n'est pas allé trop loin. Il s'est caché dans un buisson. Il a beaucoup souffert. Viens, Jean. Viens. On y va. Allez, sors de là. On y va. Casso, donne la main. Comme lui ne réagit pas du tout quand on l'appelle, donc c'est un peu difficile de le retrouver. On lui a coupé tous les 5 ongles ainsi que 2 doigts, ça. Donc il avait là des blessures un peu partout. Peut-être c'est pour faire des potions magiques. Bon, pour lui donner confiance, on essaie un tout petit peu de lui approcher. Donc, avant qu'un petit pareil ait confiance en vous, il faut que votre cœur y soit. Vous ayez vraiment l'amour, l'affection, de vouloir vraiment les sauver. Et la tendresse. Donc, vous pouvez rencontrer plusieurs problèmes. Comme vous voyez à son arrivée, il m'a mordu là, un peu partout. Donc, vous devez avoir la patience de lui approcher de temps en temps, lui proposer à manger, lui donner à boire. Et petit à petit, ça commencera à jouer sur son psychologie et il va comprendre que ici, je suis à Lola, là où on ne peut me faire aucun mal. Les jeunes bonobos doivent redécouvrir leur univers. L'apprentissage de l'eau est important. Leur milieu naturel est essentiellement constitué de forêts inondées ou marécageuses. Les bonobos ne savent pas nager, mais ils adorent l'eau. Kindu, Bwende et Mbandaka ont malheureusement oublié le biotope de leur naissance. À en juger par la panique qui gagne tout le groupe, les bains dans la rivière ne sont pas pour demain. Regarde, il est fatigué. Les mamans doivent à nouveau faire preuve d'une grande patience et utiliser des ruses pour apprivoiser les petits orphelins. Non loin du sanctuaire, de nombreux maraîchers cultivent leurs champs.
La forêt de Lola est très vaste, mais elle ne suffit pas à nourrir totalement les bonobos. Il faut donc introduire chaque mois près de 6 tonnes de fruits et légumes en complément. Alors, donc ça fait une plate-bande. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bravo. Benoît, l'intendant du sanctuaire, achète en priorité la production locale. Cette démarche participative assure un développement économique à la région et prouve aux Congolais que préserver le bonobo est rentable pour la collectivité. 2 fois par semaine, le sanctuaire reçoit la visite des maraîchers chargés de leur production. Tiens, Coco. Alors, sur le plan qualité d'abord, ça passe. Mais évitez les cannes à sucre qui ont les bouts blancs. Ça va pourrir 30 kg de sang. Ça vous fait 1200 francs. Voilà. Toutes les variétés qu'il faut. Bon, au moins les tiayo. Voilà, ça c'est très bon. Donc il faut éviter de couper les blancs. Hein? Les fruits qui sont blancs ne sont pas encore à maturité. Ça ne sera pas bon pour les animaux. Myriam Ndombe, 16 kilos. Bon, Yonansa Koni Nezawan. Voilà. Ça c'est un fruit sucré à l'intérieur. Alors ça c'est un gros fruit. On mène déjà qui est comme ça. À maturité, gros. Ça va? Oui. Ça permet de compenser un peu le poids et même aussi la qualité. Les bonobos aiment beaucoup manger ça. L'action de Lola est aussi tournée vers les écoles. La conservation commence par l'éducation dès le plus jeune âge. Bon, chers amis, nous voulons parler d'un animal que vous aimez bien, n'est-ce pas? C'est quel animal? Asseyez-vous là-bas. Oui, nous voulons parler de quel animal? Oui. Les singes. Petit à petit, le bonobo gagne le cœur des enfants et devient leur animal fétiche. Sans doute éprouve-t-il pour la première fois des sentiments pour un animal. Cette nouvelle génération est celle de l'espoir. Espoir d'une paix durable pour le pays, espoir que ces petits Congolais protégeront bientôt leur patrimoine. Qu'avec quelque chose, les comportements, les réactions, hein, n'est-ce pas? Oui. Il est très gentil. Il est très gentil. Il est très courageux. Il est très courageux. Est-ce qu'on peut tuer un animal comme ça? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, pour qu'il puisse continuer. On doit le protéger. On doit les protéger. Longtemps séparés en 2 groupes, les bonobos du sanctuaire ont été rassemblés en une famille unique. 25 bonobos vivent désormais en communauté. Cette jonction a pour but de préparer un retour vers la nature. Cette étape de relâcher n'est pas pour demain, mais elle nécessite d'ores et déjà une longue préparation. Claudine André a donc fait appel à la primatologue Emmanuelle Grunman pour l'aider dans cette étape délicate. Et ça fait combien de temps maintenant qu'ils sont ensemble? Ça fait un mois? Oui, ça fait plus d'1 mois qu'ils sont ensemble. Depuis qu'on les a mis tous ensemble. Et on a vu que vraiment le groupe il est bien soudé. Devient bien soudé, cohérent. Et puis bon, la solidarité a grandi dans le groupe. Mais ça c'est bien. Ouais. Accompagnée de Crispin, l'assistant de Claudine, la scientifique veut étudier l'évolution du groupe. L'échange avec les bonobos commence toujours par un épouillage en règle. C'est émouvant de les voir sauter dans les arbres, de les voir grignoter des fruits qu'ils ne connaissaient pas avant. Et de savoir que des animaux qui ont été si traumatisés, qui ont été séparés de leur mère si tôt, je trouve ça fabuleux de voir qu'ils sont capables de surmonter toutes ces épreuves et de redevenir sauvages quasiment. Déplacement, alimentation, relations sociales, Emmanuel note tous les faits et gestes de la petite communauté. La scientifique aura la lourde responsabilité de décider du moment où débutera l'étape cruciale du relâché. Les bonobos sauront-ils survivre dans la nature?
Les bonobos, ils sont tellement proches, il y a tellement de choses qui passent dans leur regard, c'est tellement émouvant de les observer. On a vraiment l'impression d'observer nos ancêtres. On a vraiment l'impression de plonger en fait dans les racines de l'humanité. Le travail d'Emmanuel intéresse Maya au plus haut point. Carnet et stylo sont très convoités. Et lorsqu'un bonobo a décidé de s'emparer d'un nouveau jouet, difficile de résister. Pour la prise de notes, il faudra trouver une autre méthode. Emmanuel veut savoir si les plus jeunes, entrés récemment dans le groupe, maîtrisent leur environnement. Une observation qui nécessite de se mettre à leur hauteur. Visiblement, l'intégration dépasse toutes les espérances. Les bonobos sont très vite devenus de véritables acrobates. Ils sont tous aux alentours de 5 ans, 5-6 ans, donc c'est encore des petits enfants. Super turbulents. Moi je suis impressionnée, ça fait pas très longtemps qu'ils sont dans la forêt, qu'ils ont quitté la nurserie, et c'est des vrais acrobates. Ils se balancent dans les arbres, ils vont à la cime des arbres. Ils maîtrisent tous les modes de locomotion d'un bonobo. Donc c'est vraiment super encourageant pour la suite. Petit à petit, la nature semble reprendre ses droits. Le rêve de Claudine pourrait donc bien se réaliser. Pour le réussir, il faut dès aujourd'hui trouver un lieu d'accueil, un nouveau paradis pour les bonobos, où ils pourront vivre, comme dans leur biotope, une 60aine d'années. C'est des vieilles cartes, mais bon, je les aime bien parce qu'elles sont souvent plus précises. Alors, ce qu'on me propose ici, c'est sur la rivière Maringa, donc qui rentre dans du côté de la Lomaco, tu vois. C'est au kilomètre 7. C'est un endroit où ils veulent restituer au gouvernement 300 000 hectares. Et bon, il faudra aller voir. Ça pourrait être intéressant parce que non seulement il y a des maisons, mais il y a aussi une plaine d'atterrissage, ce qui permettrait d'amener les bonobos endormis jusque-là. Il faut penser à tout ça. Hein. Donc, premier objectif, première destination, de toute façon, Bandaka et la région des bonobos. Ça, c'est certain. Si on ne trouve pas là, il y a des très très grandes îles sur la Lulonga. À 900 km de la capitale, le voyage nous mène sur l'équateur, au nord-ouest du Congo. En suivant le fleuve Congo, les pirogues glissent vers Mbandaka. Dans la province de l'Équateur, les routes sont souvent défoncées et pas toujours très sûres. La pirogue est le moyen de transport le plus rapide pour accéder à la capitale. Les villageois se rendent au marché de la ville. Ils vont y vendre bois, bananes ou manioc. De quoi gagner quelques francs congolais pour nourrir toute la famille.
C'est aussi le rendez-vous des chasseurs. Certains ont un fusil, d'autres piègent le gibier au collet. La viande est boucanée, c'est-à-dire fumée au-dessus du feu. Elle est ainsi conservée jusqu'au jour de la vente. Porc-épic ou cochon sauvage, toutes les viandes de brousse sont bonnes à vendre sans distinction. La capture d'un crocodile est une prise de choix qui assure les revenus d'un chasseur pour de longs mois. Personne ne sait ici que ce faux gavial de 200 kilos est protégé par les lois internationales. Depuis la guerre, les règles de chasse ont disparu. Selon les légendes et la croyance populaire, la viande de brousse consommée par les ancêtres donne force physique et courage à celui qui la mange. La viande d'élevage est d'autant moins développée que les cheptels des petits éleveurs ont été décimés par la guerre, pillés ou volés par les militaires. Vendue sur tous les étals du marché, la viande de brousse assure donc seule les besoins de la population en protéines animales. Le gibier, fraîchement abattu, cherche des acquéreurs. Mais la viande boucanée a la préférence de la clientèle. C'est un mets de choix. Il coûte donc un peu plus cher. Les cadavres de singes sont très nombreux. Le mukumbusu, nom local du bonobo, y est souvent vendu sans distinction avec les autres espèces. Les chasseurs pénètrent toujours plus loin dans la forêt pour répondre à une demande toujours plus importante de la clientèle urbaine. Triste spectacle pour Claudine et Emmanuel. C'est du beau poisson, c'est celui avec la queue comme ça. C'est une boto. Ça c'est une boto avec la trompe. C'est bon ça pour le ligoter. Qu'est-ce que c'est ça, Claudine? Ça c'est des petits cerveaux. Bonjour maman. Et elle en vend beaucoup chaque jour comme ça? Ça vient d'où? Ça vient de la forêt équatoriale. De la forêt, juste à côté, c'est ça? Ça arrive avec les baleinières? Avec les moteurs hors bord. Moteurs hors bord. Il y a des gens qui organisent ça? Oui, nous avons des chasseurs. Il y a des chasseurs. Et eux, ils sont organisés? Très bien. Très bien. Ils viennent tous les jours? Non. Non, pas 2 ou 3 fois par semaine. 2 ou 3 fois par semaine. Bon, il a l'air un peu doré, soit c'est un cercopithèque doré, soit un mangabé, mais ça coûte 5 000 francs. Ça coûte quoi, 10 $? 10 $. Il n'y a presque rien à manger, mais c'est le goût du fumé avec la viande de brousse. On met des petits morceaux dans les légumes. En fait, on n'en utilise pas beaucoup. C'est pas un plat, c'est pas comme nous, on fait un lapin à la moutarde. On coupe des morceaux et c'est le goût de cette viande qui parfume les légumes ou les plats de haricots ou ce qu'ils mangent dans la région. Ça veut dire que la forêt se vide tout doucement, inexorablement. Et c'est difficile de croire qu'il n'y en aura pas toujours, parce que pour eux, on chasse depuis des millénaires peut-être. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, il n'y aurait plus de singes? Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un commerce qui va vers les villes de manière maintenant industrielle. Et les choses ont changé, mais les gens ne savent pas. C'est pour ça que l'éducation, c'est ce qui est le plus important. C'est ça qui fera changer. Et peut-être la peur des maladies nouvelles qui sortent de la forêt. C'est ça qui va faire changer, peut-être le plus vite. C'est la peur. La peur d'attraper une maladie, un virus nouveau. Et malheureusement, il y aura probablement des épidémies qui vont malheureusement me donner raison. On sait aujourd'hui que le virus Ebola et la fièvre de Marbourg ont été contractés par l'homme à travers la consommation de viande de brousse. La République démocratique du Congo sort lentement de 2 longues guerres.
Entre 1996 et 2003, ces deux conflits ont fait plus de 3 millions de morts. Désarmés par les Nations Unies, les milices continuent de défiler dans les rues de Mbandaka. On sent la paix fragile et le pays au bord du chaos. Une grande excursion débute sur le fleuve Congo. Malgré l'insécurité qui règne encore dans la région, Claudine et Emmanuel partent à la recherche des territoires repérés sur la carte. Il faut une île ou une forêt suffisamment vaste et coupée des hommes pour accueillir les bonobos de Lola. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir le biotope, vérifier si toutes les conditions pourraient être réunies pour éventuellement déjà avoir un endroit sûr où on pourrait les relâcher. Ici, au bord du fleuve Congo, c'est tout d'abord trouver une île qui n'est pas complètement submergée lors des 4 mois d'inondation. Il faut aussi suffisamment de forêts, il ne faut pas de population, ou alors très peu. La possibilité d'établir un campement. Il y a pas mal de conditions quand même. Quittant le fleuve, la pirogue explore ces petits affluents, rivières gorgées de limon où l'eau couleur ébène devient miroir. Nous pénétrons dans le territoire des bonobos sauvages, mais nous n'aurons pas la chance de les voir. Après des années de guerre, ils sont désormais invisibles. Combien en reste-t-il? Peut-être moins de 10 000. Aucune étude n'a été réalisée depuis la guerre. Nous avançons toujours plus loin, mais les hommes sont toujours là, toujours plus nombreux. À proximité des villages, c'est tout de suite trop déboisé. Hein. C'est pas vraiment déboisé comme le font les forestiers, mais ils coupent des petites grumes. Et tu as vu d'ailleurs comment ils font leurs radeaux pour leurs habitations, ce ne sont pas des grosses grumes. Les arbres sont trop petits, trop courts pour les bonobos. Il restera encore tout le travail botanique à faire, c'est pas rien. Hein. Non, je pense que ça va prendre du temps en plus. Oui, bon écoute, moi je mets maximum 3 ans pour cette étape de relâcher. Et puis il y a ces petites feuilles très tendres comme il y a à Lola, ils adorent ça. Oui, il y en a encore un là. La pirogue aborde enfin une île. Ouais, Ce territoire, s'il convient, pourrait être mis à leur disposition. Dès les premiers pas sur la terre ferme, des feuilles de palmier laissées à même le sol signalent la présence humaine. Les deux exploratrices pensent que des chasseurs ou des forestiers sont passés par là, ce qui n'est pas de bon augure. L'île est occupée en fait par une toute autre activité. trop peuplé, trop exploité. Une calebasse. Ils font le vin. Le vin du tabac. Bah voilà. Ils sont là. Escaladant les palmiers Elaïs, des producteurs de vin de palme récoltent la sève fermentée. Voilà, il est assis maintenant au-dessus, regarde, il attend, il a mis sa calebasse. Ben voilà,
ça explique un peu tous ces espaces écrasés. Je crois que c'est des campements, mais bon, c'est nul. Hein. En tout cas pour nous, peut-être pas pour lui. Voilà, regarde, il se couche à calebasse, il est très content. L'homme est partout maintenant. Ici, c'est... Ça va être dur de trouver un endroit sans personne. Il va falloir aller vers des plus petites rivières et un peu plus loin. La déception est grande. Claudine et Emmanuel savent désormais que le chemin vers la liberté sera long pour les bonobos. Enaka mama misalo hangera ikunipira kera mimbe biyomba byonge biyira kera lotando ngombe kani mama mipya nale tundae waya oye ndaka moluki nanke pankombe kani beyina. De retour au sanctuaire, Emmanuel reprend ses observations. Elle connaît désormais toute la famille des grands singes. L'orang-outan, longuement étudié en Indonésie, le gorille du Rwanda ou du Gabon, et bien sûr le chimpanzé observé en Guinée. Le bonobo a souvent été confondu avec ce cousin proche. Leur aspect physique, comme leur caractère, sont cependant très différents. Les chimpanzés sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus gros, beaucoup plus massifs. Un bonobo, vous avez vu, c'est assez élancé, assez grêle, et ils ont la face très noire, et alors ils ont deux petits favoris sur les côtés, les poils qui rebiquent comme ça. Et après, ce qui les différencie, c'est au niveau comportement. C'est vraiment au niveau de la société. Les bonobos sont vraiment beaucoup plus pacifistes. Dès qu'il y a un conflit, c'est réglé par le sexe. Alors que les chimpanzés se cognent dessus. Alors chez les bonobos, la sexualité a vraiment énormément d'importance. C'est ce qui fait le ciment en fait social du groupe. C'est par là que le groupe est solidaire, se tient. C'est par là que les relations se tissent. C'est la femelle qui gère le groupe. Il y a une femelle dominante. Et c'est vraiment les femelles qui ont le pouvoir, qui règlent les conflits, qui prennent les décisions. Et c'est elles qui font avancer le groupe. Et les mâles se greffent autour de ça, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on règle ça par le sexe. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre. On est plutôt, très franchement, chimpanzés. On est plutôt à se taper dessus qu'à palabrer et qu'à résoudre ça pacifiquement par le sexe. Donc je pense que oui, il y aurait peut-être un petit peu moins de conflits dans le monde. Lola attend un heureux événement. Installée dans la maison d'isolement, Etumbe s'apprête à donner naissance à son premier bébé. Comme si la nouvelle s'était répandue dans le sanctuaire, toute la famille bonobo se rassemble pour assister à l'événement. Le travail a déjà commencé. Après 8 mois de gestation, Etumbe attend l'instant de la libération.
En 12 années d'existence, c'est la première fois qu'une naissance se produit à Lola. Toute l'équipe retient son souffle. De toute façon, elle en est à une contraction tous les 10 minutes. Donc elle n'est pas encore vraiment en période d'expulsion. Mais si elle accouchait dans le hamac, ce serait super aussi parce qu'elle aurait le réflexe d'avoir le bébé près du sein. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que pour une prémipare, mais qui n'a jamais eu de modèle, elle n'a pas le réflexe de mettre au sein. Donc, si elle accouchait dans le hamac, le bébé serait sur son ventre et elle serait près aussi des mamelons. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'elle sorte les fesses et que le bébé tombe. J'ai pas d'autre comparaison qu'un accouchement comme une humaine. Et bon, je sais que ça va plus vite parce qu'elles ont un bassin disposé de manière à ce que ça aille plus vite. Non, elle ne sait pas comment se mettre parce qu'elle a mal. Mais je peux vous dire que je sais ce que c'est. Les craintes de Claudine se confirment. Le bébé va naître au bord du hamac. Jean-Claude, ouvre-moi. Oh, dépêche-toi. Vite, vite, vite. Tombe. Viens, mon bébé. Bravo, est tombé. Tu es une bonne mère. Regarde tous les autres. Oui, mon bébé, oui. Il a pleuré, mais... Viens tomber. Viens, mon bébé, viens. Oh, oui, viens. Viens ici. Viens, viens. Viens là. Bravo. Viens tomber. Tomber. Félicitations. C'est le premier bébé de Lola. Et en plus, c'était une femelle peut-être un peu difficile parce qu'elle sort d'un laboratoire de recherche biomédicale et elle a été dans des conditions pendant une quinzaine d'années vraiment assez difficiles, pas de nourriture et un peu abandonnée. C'est un garçon. C'est un garçon, oui. Tout le monde vient voir le nouveau-né. Les mamans félicitent Makali, le père du petit bébé. Etumbe a donné la vie, retrouvant sans doute par instinct les gestes de l'accouchement. Mais sans modèle parental, va-t-elle désormais savoir nourrir son bébé? Pour l'instant, Mbano n'a pas tété le sein de sa maman. Yvonne va donc lui servir de modèle, lui montrant comment donner le sein avec son propre bébé. Elle boit. Tombé. Si le petit bonobo ne se nourrit pas, il faudra sans doute le séparer de sa mère et l'élever au biberon. Oui, regarde au bébé. Et tombé. Heureusement, l'instinct maternel est le plus fort. Après quelques heures, Mbano se nourrit enfin.
La vie vient de gagner une belle victoire. Arrivant à maturité, le groupe des bonobos sait désormais se reproduire. Un nouveau pas vers l'autonomie est franchi. Mixa? L'espoir d'un retour vers la nature se confirme. Les bonobos doivent désormais apprendre à vivre sans l'homme. Bientôt, Claudine n'ira plus en forêt, limitant au minimum nécessaire les contacts avec le groupe. Keza? Keza? Viens! Mon plus grand plaisir, c'est d'être avec eux et de les voir vivre dans la forêt. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez moi, ils ont une histoire. Donc, ils retournent à la forêt. Donc, je les observe, je vois qu'ils redécouvrent souvent la nature. Et ça, c'est un vrai plaisir. Je crois que c'est ce qu'ils m'ont le plus donné, c'est la sérénité. Il suffit parfois d'aller comme ça quelques heures avec eux en forêt et c'est vraiment, c'est la paix intérieure, la sérénité. Je pense que c'est ça, je le dois vraiment aux bonobos. Souvent, Claudine pense à ce jour où elle devra se séparer de ses bonobos pour leur rendre la liberté. C'est le plus beau des sacrifices, c'est les rendre à la forêt, à la vraie forêt, les ramener chez eux et avoir une chance qu'ils survivent. Oui, je pense que ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, les laisser libres.